Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 7 juin. Pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est certainement qu'on l'aura aujourd'hui, puisqu'on vous parle bien, on vous parle vin. Vous avez l'habitude d'entendre cette expression chez moi, eh bien je l'aime bien, je l'avoue, je dois l'admettre. Aujourd'hui, on va vous parler de deux manifestations. Tout d'abord, les 75 ans de Changin qui fête donc son anniversaire, cette école historique avec un joli succès. On en parle avec vous. Bonjour, Conrad Briquet, bonjour. Vous êtes le directeur de cette école de viticulture et d'œnologie de Changin. On est ravis de vous avoir. On va souffler donc ces bougies ensemble. Bonjour, oui, avec un immense plaisir. Ensuite, on vous parle d'une deuxième manifestation. C'est notamment la deuxième édition du Vendredi des Millésimes. Deux invités seront avec nous pour en parler, Stéphania Martineau et Jérôme Dufour. Bonjour à vous. Vous nous rejoindrez tout à l'heure, le verre à la main, pour trinquer, bien entendu. À tout à l'heure. Et puis, on prendra encore un peu plus le large à l'occasion du bol d'or et de ces dizaines de voiliers qui vont donc naviguer sur le lac du 9 au 11 juin. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, regarde, je suis au Château de Nyons qui dévoile sa nouvelle exposition qui débute ce vendredi, Nyons en affiche. Et oui, on va retracer l'histoire de la ville de Nyons à travers le XXe siècle et ces affiches qui sont nombreuses. Et on va savoir pourquoi faire cette exposition en affiche, où est-ce qu'on trouve ces affiches et surtout quels sont les coups de cœur des deux conservateurs qui sont derrière moi, Catherine Sputz et Vincent Libert. À tout de suite Andrea. À tout à l'heure, merci beaucoup. Je vous le disais en introduction, 75 ans de formation, de passion et d'innovation que vous nous avez régalé, notamment à Changin. On est ravis de pouvoir parler de cet anniversaire en votre compagnie. Une école qui est reconnue à l'international. On va revenir sur son histoire. Mais déjà, ces 75 ans, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Il symbolise que la formation supérieure en viticulture et œnologie a été véritablement utile pour la profession. Et depuis 1948, tout d'abord à Lausanne, puis dès 1975 à Changin, cette école a formé on va dire la relève des vignerons en caveurs en formation supérieure en Suisse romande, et puis les ingénieurs au niveau de la Suisse entière depuis 2005, puisqu'on est une filière unique en Suisse au niveau du bachelor, donc des ingénieurs. Aujourd'hui, c'est les plus grands noms finalement du vin suisse, ils viennent de chez vous, ils viennent de Vauban, on peut l'admettre. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, au niveau ingénieur, on est la seule école en Suisse. Donc, forcément, je ne veux pas dire qu'ils viennent tous de chez nous, heureusement. Certaines personnes vont se former à Bordeaux ou à Dijon, ou pourquoi pas en Italie aussi. Et ça nous fait du bien, parce que ça fait aussi des défis à relever, et on peut se comparer à ces formations-là. Mais c'est sûr qu'on met du cœur à faire une formation d'excellence pour nos viticulteurs en caveurs, nos cadres d'entreprise vitivinicole pour la Suisse entière. Oui, ce succès, il peut aussi également aujourd'hui se constater dans le fait que plusieurs étudiants viennent de l'étranger pour se former chez nous. Vous parliez tout à l'heure notamment de la France, de l'Italie, et c'est assez surprenant aujourd'hui de se dire que ces pays-là viennent se former chez nous en Suisse. Oui, alors il y a deux raisons à cela. La première, c'est que ces gens viennent chercher chez nous la combinaison viticulture et œnologie, qui n'existe pas dans la plupart des écoles en France ou même à l'international, où la viticulture, c'est de l'agronomie. Tandis que l'œnologie, c'est plutôt en rapport avec la biologie et la chimie. Donc dans les universités, ce sont des départements différents. Dans notre système HES en Suisse, haute école spécialisée, c'est justement la magie de ce type d'école. On arrive, et on le fait depuis toujours, depuis l'existence de cette école, à mettre ces deux secteurs de formation ensemble. Et c'est vraiment un atout. Et les étrangers viennent aussi chez nous dans le système HES parce qu'on a des formations très professionnalisantes. Donc on a des ingénieurs qui sont capables de travailler sur le terrain, dans les caves, dans les entreprises, très rapidement à l'issue de leur formation. Mais ce que vous nous dites finalement, c'est qu'il y a des synergies qui existent, bien entendu, entre l'agroscope de Changin, votre école, qui sont finalement sur le même site. Aujourd'hui, ça a été ancré. C'est vrai que si on revient sur l'histoire, notamment en 2018, petite crise, grosse crise, et on peut dire que l'agroscope est sauvé à ce moment-là. Quelles conséquences ça a eu pour la suite, justement, aujourd'hui, cette étape qui était cruciale dans l'histoire de Changin 2018 ? Merci pour la question. C'était vraiment une grosse crise. Et pour nous, ça a été une crise existentielle. On s'est même posé la question de rester ou pas à Nyons si l'agroscope allait disparaître. On n'a aucune raison de rester sur un site où on est tout seul.
parce que dans l'histoire de l'école, on a toujours été en contact très étroit avec la station de recherche qui s'appelle aujourd'hui Agroscope. Quand on a été fondé en 1948 à Montagne-Ibert à Lausanne, c'était en relation avec la station de recherche agricole de Lausanne. Lorsqu'elle a déménagé à Changin en 1975, l'école en a fait de même. Donc on a une histoire très proche où les chercheurs de l'Agroscope sont souvent enseignants chez nous. Et depuis que nous faisons de la recherche, c'est-à-dire depuis l'arrivée des HES en 2000, nous travaillons aussi en étroite collaboration pour la recherche. Il y a eu un lobbying très fort politique aussi qui a été fait à ce moment-là. On se souvient d'un certain Daniel Rossella qui avait notamment soutenu le projet. Pourquoi? Quel intérêt il y avait au niveau politique de soutenir votre école, à votre avis, très franchement? Écoutez, on a une très bonne relation avec la municipalité de Nyon. La commune de Nyon, depuis plusieurs années maintenant, est très réceptive et très consciente de ce qu'apporte une haute école sur son territoire. Et en la personne de son syndic, il faut bien le dire, on a un soutien très fort par rapport à ça. Il a aussi compris la relation forte entre l'école et l'Agroscope, ce qui fait qu'il essaye de nous soutenir de la meilleure des façons. 2020, un renforcement de la recherche qui a finalement consolidé ces synergies qui existaient déjà, vous nous le disiez. Et puis c'est aussi finalement dans la formation, un monde à évoluer et à suivre constamment. Aujourd'hui, ces élèves que vous formez, il faut les former au monde de demain. Et puis le monde des vignerons qui a aussi évolué. Aujourd'hui, on n'est pas seulement vigneron, il faut savoir tout faire. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ce métier-là? Alors, ce qui a marqué ou ce que je relèverais depuis l'époque où je suis directeur de cette école depuis une quinzaine d'années, on a énormément renforcé les cours d'économie et les cours de marketing. Pas forcément pour le plus grand plaisir des étudiants qui trouvent que ces matières-là sont assez arides et que finalement ils sont venus pour faire du vin et faire le meilleur vin possible. Et puis nous, on leur dit quand même, faire du bon vin c'est bien, mais le vendre, il faut arriver à le faire. Et souvent, après 2 ans ou 3 ans de travail comme professionnel, le retour qu'on a de ces personnes, c'est que oui, finalement, on a eu bien raison de leur enseigner ces matières-là. Faire du bon vin, c'est bien, c'est ce que vous nous dites, le vendre encore plus. Aujourd'hui, c'est la problématique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre le vin suisse tant chez nous qu'à l'étranger, on n'en parle même pas. C'est une véritable catastrophe. Mais du coup, ça veut dire quoi que vous formez des chômeurs ? Non, alors je vais nuancer quand même un petit peu vos propos. Le vin suisse se vend relativement bien, mais dans un marché qui est très, très, très concurrentiel. C'est un marché de niche aussi, quelque part. Oui. On produit un tiers de la consommation suisse, donc on devrait se dire ça, c'est facile, il suffit de le vendre, mais le marché est hyper concurrentiel. Et dans ces conditions-là, on est obligé de former des gens qui sont performants aussi au niveau de la vente. Après, nous ne formons pas de chômeurs. Ce qui se passe, c'est que il y a plutôt, c'est l'effet inverse, c'est qu'il y a un manque de relève. Actuellement, un manque de jeunes formés au niveau des CFC de cavistes et de viticulteurs. J'en connais pas vraiment les raisons et on pourrait en discuter pendant des heures. Le constat, qu'il y a aussi finalement une mauvaise étiquette, une mauvaise image aussi, on le ressent peut-être en Suisse. Oui, même si à peu près la moitié des diplômés CFC qui sortent en viticulture et pour les cavistes sont des gens qui ont fait une autre formation préalable et qui reviennent au métier par la suite. Donc, mais malgré ça, on a quand même un manque de relève. On produit à peu près 90 CFC de viticulteurs et de cavistes en Suisse par année et c'est largement pas assez pour nos 15 000 hectares. Donc après, la relève plus loin, dans nos formations, que sont l'école supérieure et le bachelor et le master, on a aussi des effectifs qui sont relativement modestes. Oui, avec une suite justement après cette formation. Cet anniversaire, on va y revenir rapidement, notamment lors du 17 juin. Il y a une série aussi d'événements qui ont lieu, mais qui sont sur invitation. Je crois que c'est déjà carrément au complet, d'où la preuve du succès également. Qu'est-ce qui sera prévu pour ces 75 ans et cette journée de portes ouvertes? Alors pour la journée de portes ouvertes de samedi, ça durera de 9h à 18h sur le site avec une quantité de démonstrations, de possibilités de mettre la main à la pâte, par exemple en regardant des produits
profil de sol, en ayant creusé pour voir où sont les racines, où sont les vers de terre, ou qu'est-ce qui se cache comme faune sous la terre, en observant au microscope la microfaune du sol, en observant au microscope ou au binoculaire des levures qui transforment le sucre en alcool, en pouvant aussi faire un jeu de piste pour, je pense aussi aux enfants qui vont venir sur place, des dégustations de jus de raisin, il n'y a pas que de l'alcool à déguster, et puis quelques expériences hyper intéressantes sur la dégustation. On est sûr, et je mets au défi les gens qui se disent « je ne vais pas me laisser piéger, je vais tout découvrir dans la dégustation », on est sûr de pouvoir les piéger. On va faire un petit jeu sur les biais cognitifs, donc ça va être extrêmement intéressant. Monsieur Briquet, je vous propose de rester en notre compagnie, mais en attendant, on va faire une petite pause. On va retourner à toi, Alexandre, pour visiter du coup ces affiches avec le conservateur Vincent Libert qui va, je crois, nous donner ses coups de cœur. Oui, Vincent, on est ensemble pour visiter cette exposition intitulée « Nyon en affiche, fête et industrie ». Alors oui, on le voit justement, ces affiches commerciales qui datent pour la plupart du XXe siècle. Vincent Libert, elle est venue d'où cette idée en fait de faire une exposition sur les affiches qui représentent la ville de Nyon au fil des décennies? Eh bien, de par mon métier de conservateur du musée historique, forcément, j'ai réuni des choses qui étaient en lien avec Nyon, son histoire. Ça a commencé par une affiche pour les pâtes la chinoise, une autre affiche pour une liqueur faite à Nyon, le Vitavin. Et de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres affiches. Et ça nous a mené finalement, en cette année 2023, à les présenter l'ensemble, une grande partie de ce que nous avons. Il y en a combien affiches ici, là, dans cette exposition? Dans l'exposition, il y en a 60. Il y en a 60. Et parmi ces 60, je vous ai demandé à vous, ainsi qu'à Catherine aussi, qui est la conservatrice avec vous, qui nous présentera ses coups de cœur après, mais du coup, 3 coups de cœur. Et le premier, il est derrière vous. Alors, expliquez-moi tout. Alors, ça, c'est une affiche qui date de 1902, donc un original. Je la connaissais parce qu'elle était déjà reproduite dans des catalogues, dans des livres sur la recherche d'affiches. Et il y en avait un seul exemplaire qui figure à la Bibliothèque nationale à Berne. Donc, j'étais sûr de ne jamais la trouver. Et en fait, un de mes amis, il y a très récemment, en ce début d'année 2023, me l'a signalé chez un marchand zurichois. Et c'est là où j'ai pu l'acquérir. Donc, il y a 2 exemplaires connus de cette affiche, dont celle-ci. Et c'est quoi qu'elle a de particulier? Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant, cette affiche? Je la trouve assez fantastique parce qu'on se demande qui est ce docteur Curchod, qu'est-ce qu'il faisait? Et simplement le graphisme très 1900, avec ses portraits presque charges, ce curieux petit nain qui est pas très avenant et qui vous offre du café soluble en poudre. Et donc là, on a dû faire, avec Catherine, on a fait plusieurs recherches pour pouvoir expliquer aux gens, ils pourront savoir qui était le docteur Curchod et à quoi ça correspondait. Si on a une affiche esthétique mais qu'on ne connaît pas le sens, on la prend moins en mémoire. Ouais. Alors, on va voir votre deuxième coup de cœur. Vincent, je vous suis, mais j'ai forcément une question à vous poser. C'est ces affiches, justement. C'est vrai qu'on voit ces affiches commerciales, mais en fait, aujourd'hui, on peut considérer ça vraiment comme de l'art graphique. Ah, tout à fait. Il y a vraiment cette dimension-là dans ces affiches. Je vous laisse juste, les visiteurs verront par eux-mêmes dans les 60 affiches celles qu'ils préfèrent. Mais vous avez là, par exemple, là nous sommes dans le tourisme, cet hôtel qui est dans le bâtiment existe toujours à Saint-Cergue, enfin voilà, qui est graphiquement assez fantastique. Et la conservation des couleurs, moi c'est ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est vrai qu'on voit des affiches originales des années 1900, 1930, 1960. De 1902 à 2022, grosso modo. Ouais, et alors je crois qu'un coup de cœur, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, c'est la même chose. C'est une publicité, c'est fait par Fontanet, Noël Fontanet, qui était un des grands dessinateurs d'affiches, caricaturiste, dessinateur dans l'entre-deux-guerres à Genève, mais qui a fait plusieurs pièces pour des entreprises nyonnaises ou autres. Et sans doute de Nyon, il prenait le petit train rouge, le Nyon-Saint-Sague-Moret, pour monter à Saint-Cergue. Il devait être amateur de ski et il a fait cette affiche. C'est assez fantastique parce que c'était un dessinateur, ça coûtait tout de même très cher. C'est fait dessin lithographique, 100 d'exemplaires, souvent, peut-être moins. Là, il y en avait peut-être moins, puisque cette affiche, c'est le seul exemplaire connu actuellement. Il ne figure pas à la Bibliothèque nationale de Berne, au dépôt légal, d'une certaine manière. Donc, une pièce assez exceptionnelle. Et on voit encore les plis, c'est-à-dire que celle-ci n'a pas été collée, mais a été conservée ou par des gens de l'hôtel La Poste, ou par le dessinateur, ou par l'imprimeur.
pliées. Et heureusement, bien, voilà, les affiches sont collées, donc forcément sont vouées à destruction. Il y en a quelques-unes qui sont conservées, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les sauver toujours. Et celles-ci sont arrivées, c'est par le biais de ces marchands, parce que depuis une trentaine d'années, eh bien, l'essor de l'affiche est manifeste. Et c'est ces marchands souvent qui ont fait tout un travail de pionnier pour la conservation de ces pièces. Alors ça me fait penser à une question, mais après vous la posez. Ces skis, ils sont particuliers, ils n'ont pas été mis là par hasard. Non, ils ont en effet glissé sur les pentes de Saint-Cergue, donc tout à fait comme la paire de skis que porte ce skieur sur l'affiche. Non, mais c'est surtout que vous m'avez dit que c'était celle de votre grand-père. Tout à fait, c'est la paire de skis de mon père. Bah ouais, alors c'est vrai que ça a une histoire aussi particulière pour vous, Vincent. Avant que alors on va passer à votre troisième coup de cœur qui est là. Mais justement, j'ai une question, c'est elles viennent d'où ces affiches? Parce que quand je suis arrivé ici, je me suis dit des affiches en rapport avec la ville de Nyon. Bah finalement, vous êtes allé chercher dans vos archives et vous les avez déterrées, vous avez fait une expo. Alors, pas du tout. Celle-ci et celle d'à côté existaient dans les archives avec une troisième. Et les autres, eh bien, comme je vous l'ai dit, je les ai acquises. Donc il y en a que j'ai trouvé, il y en a une, le Saint-Cergue-Moret, je l'ai trouvée dans une brocante à Morges. Celle d'à côté, je l'ai achetée il y a 3 mois ou 2 mois à Marseille, le samedi de Pâques. Il y a les marchands de Zurich, il y a le marchand de Genève, la galerie 1, 2, 3, qui nous a prêté d'ailleurs les 2 grandes affiches de Saint-Cergue, qui sont rarissimes également. Ça coûte combien ces affiches, Vincent? Ça dépend du sujet, de l'ancienneté, de la rareté. Ça peut aller de quelques centaines de francs, ou bien même moins lorsqu'elles sont offertes, comme celles de Robin Chamba, qui sont ici. Oui. Et puis, jusqu'à plusieurs milliers de francs. Il y a par exemple une affiche dessinée par Hodler qui se négocie à plusieurs dizaines de milliers de francs. Plusieurs dizaines de milliers de francs. Bah, comme quoi, voilà, les affiches, même commerciales, sont élevées au rang d'art. Alors, on termine justement avec ce coup de cœur-là, les fêtes communales de 1929. Pourquoi c'est votre coup de cœur? C'est François Jacques, qui était un artiste qui a vécu à Prangin. Et je trouve que c'est un dessin extraordinaire dans les aplats qui sont là. Et puis on voit sur beaucoup de ces affiches de Nyon, il y a le château, il y a le lac, il y a le Léman. Et ici, on a un autre décor avec ces 2 barques, c'est vu depuis le lac. Il y a tout de même le château, ces arbres, et puis presque une impression nocturne par le rendu de ces petites lanternes le bord du lac. Et en fait, c'est cette affiche que François Jacques a réutilisée pour faire celle-ci, donc une affiche publicitaire touristique pour Nyon au lac Léman suisse. Et nous avons repris ce dessin pour l'affiche qui annonce cette exposition. Pour l'affiche officielle de cette exposition. Voilà, donc, que vous avez là. Affiche Nyon en affiche. Voilà, je vais le prononcer correctement. Et donc là, à l'endroit où vous êtes, vous pouvez voir les 2 affiches de base et celle qui a été modifiée par Sylvie Ravetti, notre graphiste, pour cette exposition. Et j'ai même réussi à avoir les 3 dans le même cadre. Merci beaucoup, Vincent Libert, pour donc ces coups de cœur Nyon en affiche. Alors, on va juste préciser que cette exposition donc est à voir à partir de vendredi, mais qu'il y a le vernissage qui est donc jeudi soir, voilà, ouvert au public avec des pâtes la chinoise offertes au public, cuisinées. Du Vitava, du vin de Monsieur Tecon à Signy qui produit toujours le Vitava. Voilà, donc, et de la bière nyonnaise. Jusqu'à 18h. 18h. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Ensuite, si on veut voir cette exposition, c'est jusqu'à quand déjà? Jusqu'en janvier de l'année prochaine. Jusqu'en janvier prochain. Mais il ne faut pas le dire parce que les gens disent on a du temps et puis après, ils viennent pas. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Allons-y, visitons ces affiches ensemble. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Très belle journée. Et Andrea, je vais aller rejoindre Catherine Schmutz, qui est donc la collègue de Vincent, conservatrice ici au Château de Nyon, qui va me présenter ses coups de cœur à elle. Tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. Conrad Briquet, vous me disiez, ça vous donne envie d'aller voir cette exposition? Tout à fait. C'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Et oui, ça met en avant notre patrimoine suisse, régional. C'est très beau. Et puis on l'a entendu, surprenant ou pas, je crois que non, dans notre région, le petit coup de vin qui ne manque jamais lors de ces cérémonies officielles. Eh bien, on va en parler encore et toujours avec nos invités suivants. Stéphania, Jérôme, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la 2e édition du Vendredi des Millésimes qui est organisée par les commerçants et artisans unis pour Rolle le 9 juin prochain. Et ça clinque. Déjà, j'entends les verres qui nous font cette jolie musique. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. Et pour la petite histoire, Jérôme a fait justement partie de l'école, de l'école de Changin. Je vais y arriver, j'ai besoin de boire un coup, je crois, Stéphanie. Oui, on va s'en servir. Jérôme, vous faisiez partie de cette école. Quel souvenir vous en gardez? Un merveilleux souvenir, c'était la première volée de l'école supérieure de Changin, donc de 2013 à 2015. On était une volée nombreuse, sauf faire une vingtaine au départ.
et un peu moins à l'arrivée, mais vraiment que des bons souvenirs, des bons collègues avec qui on garde encore beaucoup de contacts. Des souvenirs que vous avez aussi pu échanger avec votre papa, parce que c'est une histoire de génération. On l'a dit, hein, l'école a fait ses 75 ans, mais finalement, votre papa aussi a fait cette école. Qu'est-ce qui a le plus changé, peut-être, avec les discussions que vous avez eues entre son passage à lui et le vôtre? À l'époque, il y avait le brevet et la maîtrise, et la nouvelle version, c'était... La première année, c'était les gens qui voulaient faire le brevet, la faisaient avec l'école supérieure. Et nous, la deuxième année, c'était les personnes qui faisaient la maîtrise, qui se joignaient aussi en classe avec nous. Donc une professionnalisation, finalement, il fallait ce métier de vigneron, il faut savoir aussi le vendre, c'est ce dont on parlait avant. Oui, alors bien entendu, on peut faire du bon vin, mais derrière, il y a du marketing, il y a de la vente et une gestion de personnel et d'entreprise, vraiment, économique aussi. Avec vous, on va donc parler de cette deuxième édition du Vendredi des vins. Jérôme, petite question encore de curiosité, justement. Pourquoi participer à cette manifestation? Est-ce que, justement, ça fait partie de cette idée qu'il faut savoir se vendre et qu'aujourd'hui, être dans ce genre de manifestation, c'est indispensable? Indispensable, oui, je pense que oui. Il y a tout plein de petits événements, mais là, le Vendredi des millésimes, c'est quelque chose qui est sorti c'est la deuxième édition. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais qui avait cartonné la première année. La météo s'annonce vraiment bien pour vendredi. On espère passer entre les gouttes d'orage. Mais la météo est là. Les commerçants s'unissent pour créer un événement dans la grande rue de Rolle. Ça peut être que convivial. Donc on se réjouit d'accueillir de monde et de faire découvrir nos vins et de découvrir les commerçants de Rolle. Stéphania, justement, c'est à vous que l'on doit cette organisation, avec le comité dans son ensemble, bien sûr, mais aujourd'hui, vous le représentez. Rappelez-nous, quelle est l'idée, finalement, de cette fête? L'idée, c'est d'amener, justement, du monde à Rolle, de faire découvrir le commerce local, le commerce de proximité, et on a la chance, quand même, d'être dans une région où il y a des excellents vignerons. Donc on voulait marier les commerçants avec les vignerons. Donc on aura 20 vitrines, 20 commerçants qui auront devant chez eux un vigneron de la région. Alors, je ne remets pas en question forcément le choix du vin, mais pourquoi? On sait que ça fait partie de notre patrimoine, le vin, mais vous auriez pu parler aussi, je ne sais pas moi, de bière, tiens. Oui, mais le vin, c'est convivial. C'est vrai, quand on parle de l'apéro, c'est plutôt le vin que la bière. Bon, il y a aussi des amateurs de bière, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, il y a une telle diversité de vignerons dans notre région qu'on s'est dit on va travailler avec eux. Conrad Briquet, je vais profiter de votre nez pour qu'on puisse goûter ce vin. Vous avez déjà vu l'étiquette, mais franchement, est-ce qu'on peut avoir votre appréciation en le goûtant? Santé déjà. Santé. À votre santé. 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 Il est frais, santé, ça on peut le dire. Stéphania, santé. Santé. Alors c'est le vin emblématique de la Suisse romande, hein, avec un chasselas. Au nez, il a un joli fruit. Il a un petit côté minéral. En bouche, il est sec. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre résiduel. Donc c'est vraiment le chasselas parfaitement vinifié, comme on doit le faire dans les règles de l'art. Après, il y a des goûts et des couleurs pour chacun. Et je parle et on sent toujours son goût en bouche. Donc il est très long. Et ça, pour des chasselas qu'on considère parfois comme des vins faciles à boire, c'est quand même une caractéristique extrêmement positive. Et je relève que le chasselas, après avoir passé une période, il y a une dizaine d'années, de critiques, oui, il était le mal-aimé des cépages suisses, est en train vraiment de remonter la pente. Donc on a bien fait de le conserver dans nos vignobles et maintenant de profiter. Il a la cote. Ouais. Quelle note est-ce qu'on lui met à Jérôme, puisque finalement c'était un ancien élève de Changin, pour ce vin? Alors, nous, on a des cotations sur 20 ou sur 100. Je suis en train de gagner un petit peu de temps. Non, mais là, on n'est pas sur 20. Ah, là, j'allais donner sur 100 parce que c'est quand même le barème international. Je suis sévère. Oui. Non, sur 20, quelle note est-ce qu'on lui met? À l'élève ou au vin? Je dirais, au vin. On est à 18 là. 18. On est à 18, oui. Ce qui est une excellente note. Hein.
Ouais. Bravo. Appréciation, ben voilà. Je suis tout à Comme fait quoi. honoré et content de la réponse de Conrad. Ouais. Bon, ça c'est pour la petite anecdote, mais quand même, le fait que vous soyez passé sur les bancs de cette école, qu'on l'a dit, avec cette renommée internationale, est-ce que finalement ça a eu un impact aussi après dans la carrière que vous avez eue, que votre papa a eue notamment? Alors bien sûr, c'est une nouvelle génération, des nouvelles idées qui peuvent venir en partie de l'école, avec des nouvelles connaissances que l'ancienne génération n'avait pas. Après, bien sûr, il y a une collaboration entre les deux qui fonctionne bien. Donc ça, c'est assez agréable, autant pour l'ancienne que la nouvelle. Donc moi, je peux arriver avec des nouvelles idées, être suivi et encouragé derrière. Donc oui, c'est important. Un petit mot pour terminer sur la manifestation. On y revient donc ce vendredi des millésimes. Qu'est-ce qu'on aura au programme, Stéphania? Alors, ça sera encore mieux que l'année dernière, parce qu'on apprend. Après chaque année, on va toujours faire mieux. Donc là, l'idée qu'on avait, c'était que les gens viennent acheter leur verre de vin à 15 francs dans les commerces. Comme ça permet aux personnes, les visiteurs, de rentrer dans les commerces, de découvrir la diversité des commerces de Rolle. Et donc ça commencera à 16h30 vendredi jusqu'à 20h. Donc les commerces seront aussi ouverts jusqu'à 20h. Et à partir de 20h jusqu'à minuit, au parking des Tilleuls, la place des Tilleuls, où il y a l'office de tourisme de Rolle, là on aura le village du soir avec DJ, food truck, un bar à cigares. Et voilà. Après, l'idée, c'est de continuer la fête avec les vignerons, avec les visiteurs et les commerçants qui finissent leur journée de travail. Rendez-vous donc le 9 juin pour la 2e édition du vendredi des millésimes. Je crois que je vais garder mon verre, mais je le lève à votre santé. Félicitations, joyeux anniversaire encore à l'école de Changin pour ce 75e. Rendez-vous donc pour les portes ouvertes le 17 juin. J'étais ravie d'être en votre compagnie. Merci. Excellente journée à vous. À très bientôt. Plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et en bref, puisqu'on a cité plein de dates, gardez votre agenda puisque la Société industrielle et commerciale de Nyon, la SIC, donc invite la population à faire la fête au centre-ville de Nyon lors de son traditionnel marché du printemps. Rendez-vous le samedi 10 juin de 8h à 18h. Au programme, plus de 80 exposants là aussi, de quoi vous régaler. On imagine du vin, du DJ set, un contest de skateboard et puis un espace ludique, notamment pour dessiner à la craie à la rue de la Morache. À noter qu'une partie de la route sera notamment fermée à la circulation pour permettre donc la tenue du marché. Et à présent, on prend le large et on ouvre notre page sport en compagnie de nos invités suivants. Fred Moura, Charlotte Lerche, bonjour. On est ravis de vous avoir. Avec vous, on va parler évidemment du Bol d'Or qui aura lieu du 9 au 11 juin prochain. Vous savez, cette grande régate du lac où plus de 500 voiliers sont attendus. Et on va parler parce que ça va s'ajuster. Est-ce qu'il y a du vent ou pas? Tous ces derniers petits préparatifs qui sont si importants pour vous en tant que skipper. Mais j'aimerais déjà faire une petite carte d'identité. Fred Moura, catégorie, nom du bateau. Donc, catégorie Ventilo M2, donc multicoque, et nom du bateau, Team Nickel. C'est un petit peu finalement comme dans la Formule 1, mais ça veut dire quoi ces catégories? En fait, toutes les catégories sont en fonction de la taille du bateau, de son poids, si c'est un monocoque, si c'est un multicoque, et ça permet de regrouper des bateaux qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Charlotte Lerche, même question pour vous. Carte d'identité, catégorie, nom du bateau. Donc aussi Ventilo M2 et le bateau s'appelle Team Bacchus. Ouais, donc finalement, vous êtes assez similaires. Vous avez d'ailleurs déjà navigué ensemble sur le lac. Vous connaissiez déjà donc, cette légende qui dit que tous les skippers de la région se connaissent, elle est vraie? Racontez-nous. Oui. À quelle occasion est-ce que vous avez navigué ensemble? On a pu faire le premier Grand Prix de la saison M2 ensemble sur mon bateau, le bateau Team Bacchus. Ouais, si vous aviez peut-être une définition à donner aujourd'hui de Fred, quel genre de navigateur il est? Ouais, un navigateur très expérimenté, je pense, et un très bon voilier qui arrive à donner plein de conseils, qui a réussi à bien me coacher à la barre. Fred, même question pour Charlotte. Quelle navigatrice est Charlotte? C'est une jeune navigatrice en fait, qui débute dans la série des grands multicoques, en fait, et puis qui a beaucoup d'énergie et puis de volonté pour faire bouger son projet, ce qui est absolument génial, et puis beaucoup de capacité à driver un team aussi bien garçon que fille, parce que son équipage est mixte, en fait, donc elle doit gérer tout ça. Et puis supporter son papa qui est sur le bateau. Ouais, son papa, votre papa, parce que vous allez justement naviguer avec. Mais avant d'en parler et de rentrer dans cette discussion-là, j'aimerais parler du Bol d'Or de manière générale. Fred, qu'est-ce qui fait sa particularité à cette course? Alors déjà, c'est un peu la fête du lac ici dans la région. C'est une course où il y a énormément de bateaux de plein de catégories différentes, de plein de natures différentes. Il y a des gens qui viennent pour le sport, des gens qui viennent pour l'aventure, pour le partage. Donc je dirais que c'est une grande fête du nautisme. Et puis au niveau international, c'est une course qui est reconnue et puis pas mal de marins étrangers viennent la faire une fois ou deux et essayent de la remporter, ce qui est assez compliqué.
parce qu'ils n'ont pas des bateaux toujours adaptés aux conditions lémaniques. Alors on se souvient, vous étiez arrivé 5e au classement général en 2029, où vous représentiez notamment la Société nautique de Nyon. C'est une course que vous connaissez bien. Et vous me disiez en préparant cette interview qu'il y a plein de préparatifs, notamment cette semaine avant l'événement, plein de relevés météo qui rentrent en compte. Alors c'est vrai que la météo est très très importante parce qu'on a besoin d'avoir des certitudes sur le chemin à prendre. Et tout au long de cette semaine, on fait beaucoup de relevés pour voir comment la situation évolue et voir si entre la réalité sur l'eau ou ce qui se passe sur les fichiers concorde en fait. Ouais, donc on doit faire attention à la météo, mais pas que, Charlotte, il y a plein d'autres choses dont on fait attention, notamment aussi les habillements, la nourriture. Ça passe par quoi ces derniers préparatifs avant de partir sur le bateau? Ouais, donc tout est en lien un peu avec la météo, en fonction des habits qu'on va prendre, parce qu'on prend donc le strict minimum. S'il pleut, s'il fait chaud, si la course va être longue ou pas, si on doit prendre des habits de nuit par exemple, et la même chose pour la nourriture, si on doit prévoir de la nourriture pour longtemps ou pas. Charlotte, on va parler un petit peu de vous. Vous représentez aujourd'hui la jeune génération de skippers. À 20 ans, vous vous lancez donc dans votre 3e bol d'or. On imagine qu'il y a un petit peu de stress qui est en train de monter. Mais on l'a dit tout à l'heure, vous allez participer, naviguer avec votre papa. Comment c'est de régater avec lui? C'est vraiment cool. J'ai beaucoup de chance de pouvoir partager ma passion avec lui. Et surtout, il m'apporte énormément. Il me coach énormément à la barre et c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, ça fait quand même des petites engueulades familiales sur le bateau, j'imagine, non? Un petit peu, mais on s'entend relativement bien quand même. Ouais. Alors, on va parler justement un peu plus de cette jeune génération avec vous, notamment féminine. On voit, il y a de plus en plus de jeunes femmes sur le lac. Qu'est-ce que ça représente pour vous au niveau sportif, le fait qu'aujourd'hui, cette jeune génération s'engage, mais qu'elle soit aussi féminine? C'est bien. Je pense qu'il n'y a même pas encore assez de femmes. Dans cette catégorie M2, il n'y a pas beaucoup de femmes, et donc je trouve ça cool de pouvoir, moi, construire un team et puis essayer d'apporter cette mixité dans la voile suisse. Ouais, est-ce que cette évolution, elle se sent aussi, ou en tout cas vous ressentez ce changement, Fred? Ou qu'est-ce qu'il y a peut-être encore à changer pour que ce sport devienne encore plus accessible? Ou est-ce que c'est encore un sport d'élite? Bon, c'est quand même encore un sport d'élite par rapport au coût en fait, des bateaux, malgré tout, qui sont vite très très chers. Par contre, pour les jeunes, je dirais, beaucoup de clubs de la région, notamment, travaillent énormément pour rendre accessible ce sport, et il l'est, où sur les plus petits bateaux, en fait, on arrive sans problème à se former, et une fois qu'on est formé, intégrer des équipages. Après, le problème de la mixité, en fait, c'est comme la société en général, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont de la peine à faire de la place aux femmes, ce qui est dommage. En plus, en tant que femme, on doit aussi la prendre, cette place, il faut le dire. Il faut aussi le prendre, exactement. Et en plus, l'avantage de la voile, c'est qu'on a un sport où on peut vraiment, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit physiquement très imposant ou pas, avoir une place sur un bateau, en fait. On a besoin de tout le monde, tous les gabarits. Oui. Bon, j'aimerais parler un petit peu de vos objectifs respectifs. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif, Charlotte? Pour ce bol d'or, tout d'abord du plaisir. Et puis ensuite, apprendre à bien connaître le bateau, l'équipage et faire le mieux qu'on peut, simplement. Oui, si on parle un petit peu plus de votre bateau, c'est quoi sa particularité, peut-être? C'est qu'il avance très bien dans le petit temps. Donc, on espère avoir un petit peu de petit temps, un petit peu de gros temps. Et petit temps et gros temps, ça veut dire quoi pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout? Ça veut dire peu de vent, beaucoup de vent, du vent un peu moyen et voilà. En tout cas, on sera là pour souffler les bonnes ondes et le bon vent. Fred, pour vous, quels sont les objectifs? L'objectif sportif, c'est de gagner la catégorie, en fait. Et puis, on espère toujours pouvoir battre les M1, qui sont les plus grands catamarans. Ouais. Et vu que la météo, pour l'instant, s'annonce... Elle est en votre faveur. Elle est plutôt en notre faveur. Après, on croise les doigts, parce que ça peut encore évoluer d'ici samedi. On espère qu'un M2 pourra gagner le bol d'or en temps réel. Et puis, si ça peut être nous, ce serait fantastique. Après, si c'est Charlotte... Et puis nous, deuxième, ça ira très bien aussi. Et puis à l'avenir, on imagine peut-être même que vous pourriez faire ce bol d'or ensemble. Est-ce que ça, on pourrait prendre déjà rendez-vous? Ça vous tenterait? Ouais. Oui, pourquoi pas, exactement. Il n'y a pas de... Rien n'est fermé, en fait. Charlotte, Fred, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très bon vent à vous. Et puis on se réjouit d'avoir de vos nouvelles à la maison. Donc à suivre ce bol d'or du 9 au 11 juin. Très belle journée à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Alexandre, on retourne à toi, toujours au château de Nyon, toujours en affiche, et puis on passe au coup de cœur suivant, je crois. Bon alors Andrea, je vois que pour une fois, c'est toi qui bois du vin en plateau cette fois. Ouais, je suis assez jaloux, et puis Catherine qui m'accompagne également. Bonjour Catherine, vous êtes conservatrice au château de Nyon, du coup, pour cette exposition Nyon en affiche. Alors, on va présenter vos coups de cœur, ça a été difficile d'en choisir 3, déjà, effectivement, avec ces affiches très flashy, très punchy, justement, et je vais tourner la caméra pour qu'on puisse, se tourner
vers vous, ma chère Catherine, Voilà. et vers votre premier coup de cœur. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Oui. affiche, déjà, par Mühletaler? Voilà. Je vois. Peut-être tout d'abord, on est dans le secteur industrie et commerce. Donc ici, c'est une industrie lyonnaise qui appartenait à Théophile Mühletaler. Et vous voyez qu'on a l'inscription Nyon, Grasse et New York, rien que ça. Donc, Monsieur Mühletaler avait une usine à Nyon, une à Grasse et une petite arcade publicitaire à New York. Et ça date de quand, ça? 1908. 1908. Début XXe siècle. Si je l'aime aussi, c'est parce qu'on a cette femme qui est une allégorie de la jeunesse, voilà, avec tout un parterre de fleurs, de géranium, de lys, qui sont des fleurs odorantes qu'on utilise, que Monsieur Mühletaler utilise pour ses parfums et ses savons. D'accord. Et si je vous parle de lui, c'est que c'est vraiment un personnage important à Nyon, parce que c'est lui qui rachètera l'usine Zima. Ouais. Voilà. Ah, et ça fait votre transition toute C'est trouvée. ma transition. Magnifique. Alors, c'est ici, non, je vous suis, c'est là-bas. Voilà. C'est ça. Et vous vouliez me parler du Merfen. Donc, le Merfen est nyonnais. Oui, il est né à Nyon en D'accord. 1939. D'accord. Donc, M. Mühletaler rachète l'entreprise Zima. Donc, vous voyez, c'est écrit sur la petite, emballage, Oui. Zima SA Nyon. Ouais. Donc, M. Mühletaler achète cette entreprise. Il la fait vraiment fleurir, on va dire, Oui. avec des médicaments, Merfen, tablette pour la gorge, Merfen, goutte pour le nez. Et aujourd'hui encore, les Merfen existent comme désinfectants. Ils ne sont plus produits à Nyon, mais pas loin d'ici. Donc voilà, la Zima, c'est vraiment une entreprise nyonnaise très très importante. Et ici, on a une jolie affiche qui parle de cette industrie. Et justement, ces affiches, elles nous racontent plein d'histoires sur les entreprises locales. Ouais. Donc, au-delà d'un objet purement visuel, coloré, flashy, elle nous raconte. Ah voilà. Ouais, elle Si vous raconte êtes- effectivement l'histoire Oui. de notre région et surtout de notre ville. Oui, vous me disiez, qu'est-ce que je filme? Mais voilà, une autre entreprise chimique lyonnaise, The Red Star. Donc, vous voyez ici, on a des emplâtres pour les verrues, pour les piqûres de moustiques à gauche. Voilà, c'est pas très ragoûtant, mais c'est assez rigolo. Ouais. C'était des placards qui étaient mis dans les vitrines des pharmacies. Voilà, le gros moustique qui nous fait bien peur, qui est un peu l'ancêtre du phénistyle, qui a aussi été produit à Nyon. Et puis à côté, on en a une contre les maux de dents. Ouais. Voilà. Alors, vous faites des visites, vous organisez aussi des visites guidées pour raconter ces histoires derrière ces affiches. Et puis, il y a des petites inscriptions aussi à côté de chaque affiche pour justement pouvoir voyager avec vous. Et justement, votre dernier coup de cœur, je pense que c'est l'affiche la plus flash de toute l'exposition. Voilà, oui. Pourquoi vous l'avez choisie? Oui. Alors, elle est assez extraordinaire, justement. Je l'aime parce qu'elle a cet aplat rouge très, très flashy dans la ville. Et il s'agit d'un grand magasin qui a été construit en 1962 à Nyon, le Grand Passage, une succursale d'un magasin genevois. Et c'est un magasin qui a fait grand bruit. C'était un shopping center, comme on l'appelait. Il a fait grand bruit parce qu'il a démoli tout un quartier de petites maisons médiévales. Et voilà, ce côté moderniste, il est vraiment mis en valeur avec le graphisme du premier plan de ce magasin qui s'avance pas d'une manière conquérante avec des petits personnages, mais en arrière-plan quand même le château qui est esquissé. Bon, Catherine, allez, on a encore un petit peu de temps. Je vous accorde un dernier coup de cœur parce que je sais que ça vous tenait à cœur, justement. Merci. Et ça nous permet aussi de pénétrer dans cette salle pour contempler d'autres affiches. J'y vais rapidement parce que je ne vais pas tout montrer non plus à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent venir voir cette exposition peut-être par eux-mêmes. Mais alors, Catherine, vous voulez terminer par cette dame ici. Voilà, ici on a des sortes de petites alcôves, ça résonne. Donc, madame nous vend un apéritif qui s'appelle le Stimulant, qui était produit à Morges. Donc, nos affiches parlent des entreprises nyonnaises, mais de la région aussi. Et voilà, elle est élégamment assise sur un canapé. Elle boit un apéritif à base de vin et de quinquina. Et voilà, c'est un apéritif qu'on avait aussi envie de mettre en valeur, non seulement parce que l'affiche est absolument extraordinaire avec cette femme typique de l'Art Nouveau, mais parce que le stimulant existe encore sous une nouvelle forme revisitée, qui s'appelle le Steam. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment donc pour ces coups de cœur. Et puis voilà, on termine. Andrea, peut-être que les moins jeunes d'entre nous reconnaîtront peut-être le grappillon. Voilà, qui est derrière et qui était cette boisson locale que l'on buvait enfant.
voilà, cette exposition est donc à voir à partir bien de demain soir, le vernissage, et jusqu'en janvier. Merci Andrea, bonne journée. Ciao. Merci à toi. Je vais te narguer encore un peu avec mon verre de vin parce que c'est vrai, d'habitude, je suis toujours à sec, donc j'en profite. Allez, on a eu grand plaisir en tout cas à suivre cette exposition. On a appris plein de choses en ta compagnie. Et puis sur le plateau, je t'avoue qu'on s'agitait parce qu'on voyait passer toutes ces bouteilles de vin. Et puis c'était un plaisir de vous avoir encore une fois. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. Très belle suite de journée. À la maison, un plaisir également d'avoir été avec vous. Bonne suite de programme. À demain.